Alors que la question de la réouverture de l'aéroport international de Goma dans la province du Nord Kivu continue de diviser Kinshasa et la rébellion, les SM-123, l'Union européenne a exprimé son soutien à l'initiative défendue par la France, celle visant de relancer le trafic humanitaire dans cet aéroport stratégique des Grands Lacs. La rébellion AFC-M23 s'est dite étonnée par cette annonce, la qualifiant d'inopportune et déconnectée de la réalité du terrain. La grande question est un enjeu humanitaire ou une décision politique? Nous analyserons dans ce journal avec l'expert Henri Nzouzi. La 13e conférence des gouverneurs annoncée dans le Kwilu est reportée à une date ultérieure et pour cause, les infrastructures ne sont pas prêtes. Les chapiteaux destinés à accueillir les assises ne sont pas encore finis. Et en Chine, le bilan ne fait que s'alourdir, bien que le feu ait été maîtrisé. On parle à ce jour de 146 morts et la police de Hong Kong annonce que les chiffres vont encore grimper. Le point sur l'actualité, bienvenue sur Télé 50. Ouvrons cette édition avec l'affaire de la réouverture de l'aéroport de Goma qui continue de diviser les partis gouvernementaux et la FCM23. Mais s'agit-il d'un enjeu humanitaire ou d'une décision politique? On va suivre Henri Nzouzi, expert en politique étrangère, joint au téléphone par Christian Kalangi depuis Bruxelles. Écoutez, pour répondre précisément à votre question, il faut quand même rappeler que ce sont des impératifs éminemment humanitaire qui justifie en réalité cette demande. En tout cas, c'est l'argument qui est mis en avant par l'ONU notamment et la France. Alors, l'aéroport, il faut bien le rappeler, est considéré comme une véritable ligne de vie, dans la mesure où elle est essentielle pour l'acheminement de l'aide humanitaire, comme les vivres, les fournitures médicales, etc., mais aussi pour l'évacuation des blessés, parce qu'on l'oublie encore, quelquefois, il y a des victimes et leur évacuation est importante dans une zone de conflit où des milliers de personnes sont déplacées. Alors, je pense aussi qu'il s'agit d'une décision à forte portée politique et stratégique dans la mesure où l'aéroport reste un atout stratégique majeur. Sa réouverture, alors que la ville de Goma est toujours menacée et potentiellement encore sous le regard des systèmes de défense aériens rwandais, est toujours considéré par certains observateurs, et j'en fais partie, comme un enjeu de souveraineté pour la RDC. En d'autres termes, rouvrir l'aéroport sans avoir repris le contrôle total de la zone peut être perçu comme une victoire symbolique pour des belligérants qui bloquent l'accès, conférant ainsi une certaine normalité à la situation d'occupation ou de tension, ce qui, vous vous en doutez, est inacceptable. Alors l'annonce effectivement de cette réouverture par des acteurs internationaux comme la France peut être aussi une tentative de forcer un résultat dans un processus de médiation qui reste quand même laborieux, même si la France souhaite aussi reprendre l'initiative. Écoutez, il n'y a aucune surprise, c'est un secret de polichinelle. Même discours, même tonalité, même point de convergence, notamment sur l'opposition à la réouverture de l'aéroport de Goma. Il y a évidemment une exigence pour que ces décisions s'inscrivent dans un processus beaucoup plus large que Doha. Pour Paris et pour le M23, comme par hasard, ce n'est pas à la France de décider. Donc voilà, par rapport maintenant aux justifications qui sont souvent avancées pour les actions qui sont menées sur un plan purement sécuritaire, on voit que le M23, comme Kigali, continue à réagir en disant que c'est des opérations justifiées en réponse à l'activisme des FARDC, ce qui est en soi un comble dans la mesure où les FARDC ont le droit légitime de défendre et de sécuriser chaque centimètre, chaque portion du territoire national. Voilà, donc il y a toujours cette menace existentielle qui est évoquée sur la sécurité, l'intégration territoriale, les FDLR, enfin bon, c'est un fourre-tout auquel on est vraiment habitué. Et comme par hasard, Kigali et le M23 se positionnent en faveur
d'un dialogue, ou en tout cas comme des gens de bonne volonté qui souhaiteraient arriver le plus rapidement à un compromis. Et donc tout ça nous fait franchement rigoler, parce que en réalité, en contrôlant Goma et ses infrastructures, ou en influençant le processus de négociation, aussi bien Kigali que le M23 cherchent tout simplement à contrôler le narratif du conflit. Et c'est une stratégie éculée qui ne nous surprend plus. Et en Ituri, près de 68 745 déplacés, soit 9%, ont regagné leur village en octobre et novembre grâce à l'amélioration progressive de la sécurité des centaines de zones. Pendant ce temps, le gouvernement congolais renforce son appui. Plus de 3000 ménages recevront ce mardi 2 décembre une assistance humanitaire, preuve d'un engagement renouvelé envers les populations encore affectées par les attaques des groupes armés. La situation humanitaire en Ituri préoccupe au plus haut point les gouvernements de la République. Voilà ce qui justifie la présence d'une forte délégation du ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale à Bunia. Après un échange avec les gouverneurs militaires, M. Héritier Piana Pierre, directeur du cabinet adjoint au ministère des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, a annoncé l'assistance humanitaire en vivres et non-vivres pour plus de 3000 ménages répartis sur les différents sites des déplacés. Nous allons descendre dans les sites qui ont été sélectionnés et qui ont même été validés par le gouvernement provincial pour que nous puissions distribuer à 3000 ménages ce que nous avons préparé afin de subvenir à leurs besoins. C'est juste une remise symbolique. Nous savons que ça ne va pas répondre à tous leurs besoins, mais quand même c'est une façon pour nous de montrer que le gouvernement de la République n'a pas oublié sa population. Il y a lieu de donner à cette population quelque chose afin de subvenir à leurs petits besoins. Cette intervention du gouvernement congolais aux déplacés internes de l'Ituri est un symbole d'espoir et d'engagement des autorités à redonner sourire à cette population affectée par les conflits armés. Le gouvernement est disposé à leur apporter les réconforts, l'espoir, mais aussi les sourires. Ils ont droit à ces 3 choses dans leur vie. Le gouvernement ne vous a pas oublié. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est toujours très préoccupé à trouver des solutions à tous les problèmes sécuritaires auxquels les populations sont confrontées. En tant que l'approche militaire et non militaire mise en place par l'administration militaire de l'Ituri, chapeautée par le lieutenant-général Luboya Kashama Johnny, s'emploie davantage à restaurer la paix sur toute l'étendue de la province pour permettre les retours de déplacés dans leur milieu d'origine, comme c'est déjà le cas à Nyakoundé, Marabo, Boga et Tchabi en territoire d'Irumu, ainsi qu'à Kobu, Bambou, Fataki, Masumbuko, Nyangarai en territoire du Djougou, où les retours volontaires se font avec l'appui logistique de l'administration militaire et ses partenaires. Et sous le financement du gouvernement via le ministère de Finances, l'École nationale de l'administration a lancé ce dimanche 30 novembre 2025 l'épreuve écrite de la 10e promotion sous la supervision du vice-premier ministre en charge de la fonction publique. Plus de 11 000 candidats issus des 26 provinces de la RDC sont attendus dans les centres EC et UPC après une présélection rigoureuse parmi plus de 21 000 dossiers reçus. L'ego a été donné ce dimanche 30 novembre 2025 au lancement officiel de l'épreuve écrite de la 10e promotion de l'École nationale d'administration par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Une étape cruciale dans les processus de recrutement des futurs cadres de l'administration publique. Dès les premières heures de la matinée, une affluence remarquable a été observée dans les 2 centres retenus pour cet exercice académique, l'Université protestante au Congo et l'ex-IEC, l'Institut supérieur des commerces. La cérémonie de lancement a débuté à 7 heures précises, conformément aux instructions du VPM Jean-Pierre Liaou, soucieux d'instaurer une culture des rigueurs, des transparences et des ponctualités au sein de la fonction publique congolaise. Selon les chiffres communiqués par l'ENA, cette 10e édition a enregistré une participation massive, traduisant l'engouement des jeunes Congolais pour l'excellence administrative et la volonté de servir l'État. Au total, 21 559 candidats ont été reçus, parmi lesquels 16
306 hommes, soit 76%, et 51 153 femmes, soit 24%. Après les traitements des dossiers et l'étape des présélections, 11 313 candidats ont été retenus pour l'épreuve écrite. Cette cohorte comporte 8 598 hommes et 2 715 femmes, issus de 26 provinces de la République démocratique du Congo, confirmant le caractère national et inclusif de ces concours. À son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, de nous instruire, de pouvoir rajeunir qualitativement et compétitivement notre administration publique. Vous savez que cet exercice résulte de sa volonté à vouloir redresser notre appareil administratif. Le lancement de cette épreuve écrite marque ainsi les débuts d'un processus exigeant pour les aspirants administrateurs. À l'issue des différentes étapes, seuls les meilleurs accéderont à cette prestigieuse institution reconnue pour son rôle central dans la réforme et le renouveau de la fonction publique en République démocratique du Congo. Et dans une déclaration faite samedi dernier, le coordonnateur du Rassemblement des compagnons de Étienne Tshisekedi, Jean-Pierre Lissanga Bonganga, remercie le chef de l'État pour ses efforts diplomatiques à tous azimuts qui vont aboutir à la signature de l'accord global de paix dans la région des Grands Lacs en date du 4 décembre 2025 à Washington. On écoute un extrait de son discours choisi par Jenny Kayembe. Les STCPS invite le peuple congolais à soutenir les chefs de l'État et à l'accompagner pour le succès du combat inlassable qu'il mène depuis son avènement à la magistrature suprême. Le rassemblement des compagnons d'Étienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social s'inquiète de la présence du président kenyan William Ruto lors de la signature du dit accord. Ces inquiétudes sont justifiées par les faits suivants. Il est difficile de croire que sa présence se justifierait par sa neutralité, encore moins par sa sincérité, lui qui, dès la prise de Goma par l'armée rwandaise et ses supplétifs AFC M23, était le premier à désigner un conseil général dont l'acte posé agresse toutes les dispositions en matière de la diplomatie et de la coopération. Il est aussi difficile de croire que sa présence se justifierait à la neutralité, encore moins à la sincérité, lui qui a fait devenir son pays la plaque tournante de l'opposition politique et stratégique contre le pouvoir en place avec la naissance de Sauvons la RDC. En tout état de cause, le rassemblement des compagnons d'Étienne Tshisekedi pour le changement et le progrès social marchera le 15 décembre 2025 pour soutenir la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et invite le peuple congolais à adhérer massivement à cette vision pour le salut de notre nation. Et puis clôture depuis vendredi dernier de la session de formation approfondie dédiée aux procédures de passation des marchés publics organisée en faveur des cadres et agents du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification CEC. Les participants ont renforcé leur capacité à prévenir les contentieux et à assurer la transparence et à promouvoir l'éthique dans la gestion des marchés publics. Pendant 10 jours, les participants ont consolidé la compréhension du cadre légal et institutionnel, des innovations introduites par la réforme, ainsi que des méthodes de passation des marchés publics et des contrôles. Cette clôture, en présence des dirigeants du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification, CEC, son directeur général a félicité les cadres et agents pour leur engagement et leur participation active. Cette formation s'inscrit directement dans la vision managériale et l'engagement du chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a fait de la bonne gouvernance, de la transparence et de l'efficacité des piliers incontournables de son action publique.
Pour les directeurs des services généraux du CESE, cette clôture n'est pas une fin en soi, mais plutôt le début d'une application pratique des connaissances acquises au service de la performance institutionnelle et de l'intérêt public. Au terme de 10 jours de travaux enrichissants, d'échanges constructifs et de renforcement de compétences, nous sommes réunis pour reconnaître l'engagement, l'assiduité et la détermination dont chacun de vous a fait preuve. Cette formation revêt une importance particulière car elle s'inscrit dans notre volonté commune d'améliorer la gouvernance, de renforcer la transparence et d'assurer une gestion efficace et conforme aux exigences réglementaire en matière de marché public. Le directeur général de l'ARMP s'est également exprimé. C'est avec une immense joie et une grande fierté que nous nous retrouvons aujourd'hui pour marquer la clôture de la formation de renforcement des capacités sur les procédures nationales de passation de la commande publique. Le CEC, fidèle à sa mission, continuera à capitaliser ses acquis pour préparer la relève et garantir que les pratiques soient alignées aux standards internationaux conformément à la vision du chef de l'État de soutenir que la République démocratique du Congo demeure un État fort, crédible et au service du peuple. Et puis clôture hier samedi à Kinshasa de la 3e édition du colloque africain des soins des infirmiers obstétricaux Casio en sigle. Cette 4e et dernière journée de Casio a été marquée par la prestation de serment de 580 infirmiers et infirmières et nouvellement inscrits au tableau de l'ordre. C'est désormais une autre image vendue de la profession des infirmiers, infirmières et sages-femmes dans notre pays au sortir de ces colloques africains des soins infirmiers et obstétricaux, Casio en sigle, qui a mené à bien des réflexions et recommandations formulées pour l'avenir de ces métiers. 4 jours d'échange d'expériences avec la délégation des 17 pays africains d'expression française ayant permis à déceler les défis à relever. D'où cette déclaration commune avec des engagements pris. Nous nous engageons à finaliser le processus de mise en place du réseau africain pour le développement de la recherche en sciences infirmières et obstétricales. Identifier et mobiliser les ressources nécessaires pour soutenir l'organisation de chaque édition du colloque africain des soins infirmiers et obstétricaux. Créer un cadre institutionnel international qui accueillera les prochains colloques africains des soins infirmiers et obstétricaux. Écrire officiellement au ministère de la Santé des pays membres et solliciter le soutien à l'organisation du colloque africain des soins infirmiers par une inscription institutionnelle. Mettre les outils institutionnels du Casio en place pour consolider les acquis. Imprimer une envie et une dynamique, c'est les jeunes infirmiers et sages-femmes pour leur adhésion au studio du colloque africain des soins infirmiers et obstétricaux. Mettre en place une feuille de route et un cadre formel pour le colloque africain des soins infirmiers et obstétricaux. Les participants durant ces assises échangeaient autour du thème principal, les infirmières et sages-femmes face au défi de la couverture santé universelle en Afrique. Nous sommes réellement engagés à ça. Nous avons compris quel va être véritablement notre rôle et comment nous pouvons améliorer la qualité des services et des soins à rendre à nos populations. On va soumettre tous ces dossiers au niveau des autorités et nous attendons les réalisations. La formation, c'est vraiment un chantier. Une des choses que nous recommandons, c'est qu'on ne peut plus avoir des écoles, les formations du personnel infirmier ou sage-femme, là où il n'y a pas de laboratoire d'application. Ça ne sert à rien de continuer à former comme si on formait des juristes. Non, ici, c'est la pratique sur un corps humain. Il faut donc qu'il y ait des laboratoires de simulation et c'est à ce moment-là qu'une école peut fonctionner. Cette clôture du Casio a été marquée par la prestation de serment des 580 infirmières et infirmiers nouvellement inscrits au tableau de l'ordre. Une journée riche en événements, avec notamment l'animation musicale, les angos, une conférence, la lecture des rapports synthèse de la commission scientifique et enfin la remise symbolique des brevets et clés USB aux délégués des pays africains et les provinces de la RDC. La 4e édition du Casio sera organisée en novembre 2026 par le Sénégal, le pays de la Teranga.
Et je le disais en titre, la 13e conférence des gouverneurs prévue initialement du 9 au 13 décembre 2025 dans la province du Kwilu est finalement reportée à une date ultérieure. Cela vise à laisser du temps aux équipes techniques dépêchées sur terrain de finaliser dans les meilleures conditions l'ensemble des préparatifs à Bandundu. Les infrastructures clés sont encore loin d'être prêtes. Les 2 chapiteaux destinés à accueillir les assises accusent un retard notable. Et le Lualaba bat le record des infrastructures immobilières modernes érigées par le gouvernement provincial. La magnifique salle des spectacles, un bijou dans les environs du gouvernorat, fait déjà parler d'elle, félicitant l'exécutif provincial, l'organisation des différentes activités d'intérêt public, ce qui permet au gouvernement Masuka de réduire les dépenses de location. Le conseiller en communication de la gouverneure de province était sur le site pour palper ce chef-d'œuvre qui fait briller la vision de Félix Tshisekedi dans les banlieues de Kolwezi. À l'ère de la révolution infrastructurelle en République démocratique du Congo, le Lualaba se classe parmi les provinces très avancées grâce à la vision clairvoyante de sa gouverneure, Marie-Thérèse Masuka Saini. Des immeubles poussent comme des champignons à chaque coin des rues. Des bâtisses publiques à l'instar du nouveau gouvernorat, le village des congrès, le bureau et la résidence présidentielle ont transformé l'image d'une contrée de la ville jadis abandonnée. À cette liste s'ajoute la salle des spectacles, située derrière l'ancien gouvernorat. C'est en juin 2022 qu'est née l'idée de construction de cet ouvrage, alors que plusieurs prophètes de malheur ne juraient que sur l'échec du projet. À l'époque, rien ne rassurait qu'un tel rêve pouvait se réaliser. Mais aujourd'hui, la province est fière d'avoir un prestigieux auditoire qui a même accueilli les grands événements comme ce Conseil des ministres présidé par le chef de l'État lors de la 12e session de la conférence des gouverneurs et les activités commémoratives de la 46e journée mondiale du tourisme et le test des sélections des finalistes du secondaire organisé par la Fondation Lona à travers exception des artistes locaux. Elle a une capacité d'accueil de plus de 1000 places assises. De l'extérieur, elle offre une merveilleuse vue avec 2 entrées et un espace de parking pouvant contenir plus de 100 véhicules. L'alimentation électrique est assurée par le réseau SNEL et garantie par un groupe électrogène d'une capacité de 360 kVA. Une fois à l'intérieur, le décor résume toute la splendeur de l'ouvrage et assure une aisance des activités qui s'y déroulent. Une fois à l'intérieur, le décor résume toute la splendeur de l'ouvrage et assure une aisance des activités qui s'y déroulent. C'est le constat fait par le conseiller en communication de la gouverneure du Lualaba, Josué Muyumba Nyange. Pour le garder en état, cet édifice bénéficie d'un entretien rigoureux avec un service cleaner rotatif. Son éclat est admirable à sa juste valeur. La salle des spectacles n'est pas qu'un simple espace réservé aux événements. Elle est également un site touristique qui fait la fierté de la ville de Kolwezi et de la province du Lualaba en général. Et en dehors de nos frontières, le bilan de l'incendie de Hong Kong en Chine continue de s'alourdir. Ce dimanche, le nombre de morts a grimpé, 146 personnes contre 128 morts communiqués avant le week-end. Les représentants de la police Chang Chongying n'excluent pas la possibilité de découvrir davantage de corps sans vie. Et place au rappel des principaux titres. Alors que la question de la réouverture de l'aéroport international de Goma dans la province du Nord Kivu continue de diviser Kinshasa et la rébellion AFC M23, l'Union européenne a exprimé son soutien à l'initiative défendue par la France, celle visant à relancer le trafic humanitaire dans cet aéroport stratégique des Grands Lacs. La rébellion AFC M23 s'est dite étonnée par cette annonce, la qualifiant d'inopportune et de déconnectée de la réalité du terrain. La grande question, est-ce finalement un enjeu humanitaire ou une décision politique? Nous avons analysé dans ce journal avec l'expert Henri Nzouzi. 13e conférence des gouverneurs annoncée dans le Kwilu est reportée à une date ultérieure et pour cause, les infrastructures ne sont pas prêtes. Les chapiteaux destinés à accueillir les assises ne sont pas encore finis.
Et en Chine, le bilan ne fait que s'alourdir. Bien que le fait ait été maîtrisé, on parle à ce jour de 146 morts et la police de Hong Kong annonce que les chiffres vont encore grimper. Ce journal est complètement terminé à tous. Merci de l'avoir suivi et surtout, bon début de semaine avec vous. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.